Il y a une sécession des élites et maintenant c'est la sécession du peuple. Parce que le dégagisme, c'est la sécession du peuple. Et je suis effaré, scandalisé par les députés qui passent leur journée à faire des tweets en ce moment pour dénoncer l'homme, pour dénoncer l'autre. C'est un scandale. Bosser en fait, bosser. Le metteur en scène, c'est Macron, donc c'est Choupinier premier, donc c'est quand même pas la comédie française. Et le problème, c'est que c'est nous les spectateurs et qu'on paye très cher la place. Tout ça, c'est Emmanuel Macron, mais c'est pas qu'Emmanuel Macron. C'est une idéologie, une orthodoxie européiste. La consigne est très claire. Tu me mets la caméra et tu tends le micro à ceux qui sont le moins à l'aise à la caméra. Parce qu'il y avait une volonté aussi de faire passer les gilets jaunes pour des imbéciles. On voit l'effondrement total des partis. Et le RN notamment, parce que c'était le parti en tête avec Jordan Haribo-Bardella, celui qui écrit des livres, on va en lire, c'est toujours pareil ça. D'être futur président. Oui, mais alors, on n'est pas de caca. Et je vois ce monsieur pleurer et j'ai une envie, c'est de le prendre dans mes bras, véritablement, et qui me dit, à mon âge, je suis obligé de sortir sous la pluie dans le froid, parce que mon choix, il est simple, c'est je me chauffe ou je mange. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur une période particulière, unique sur la décennie, j'ai envie de dire, la période des Gilets jaunes, avec une personnalité qui s'est fait connaître en très grande partie, qui a pris de l'ampleur pendant cette période. Il s'agit d'un journaliste indépendant que j'accueille et que j'ai connu aussi pendant cette période, Monsieur Vidal. Bonjour. Salut Merwan, merci de ton invitation. Fondateur de Push Media. Ben oui. Ouais. Ça commence à dater. Mais ça commence à dater, mais j'ai envie de dire un des curseurs qui a inauguré après la période des médias indépendants en ligne. Alors, tu as pris cette ampleur pendant la période des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Ça a été un déclic? Tu t'es directement lancé sur les ronds-points? Tu peux nous raconter ça? Ouais, je suis à raison. En fait, pendant les Gilets jaunes, j'étais à Paris depuis 1 an. Pauvre de moi, j'avais quitté ma Méditerranée, mon huile d'olive, ma brandade de morue, mes plages, mon ion marin, ma sérénité, ma jeunesse, et je suis venu à Paris, en fait. Et ouais, non mais et je suis venu à Paris pour monter Push Media, tu l'as dit que je l'ai lancé ici. Et en fait, les Gilets jaunes, franchement, il faut être clair entre nous tous, personne ne les avait vus venir. On avait vu que la situation était compliquée, mais personne n'avait vu venir les Gilets jaunes. Et moi, je commence à me rendre compte que ça bouge sur les réseaux sociaux 10 jours avant. Je sens que ça bouge, je vois des vidéos partout. Et comme tu l'as très justement dit, c'est le 17 novembre 2018. Les Gilets jaunes arrivent devant l'Élysée. Ils sont 1 millier, peut-être même moins. Et là, on voit carrément une image incroyable. On voit des Gilets jaunes avec une caméra, plan large, avec la porte de l'Élysée. Et là, les CRS les laissent avancer et puis on les bloque. Mais en fait, c'était presque une manifestation qu'on en connaît souvent, mais là, près de l'Élysée. Et c'est vrai que dès le dimanche matin, je me dis ce qui est en train de se passer, ça va partir partout. Ouais. Et je prends ma voiture et je vais sur les premiers ronds-points, rond-point des Vaches notamment, du côté de la Normandie. Et là, je découvre, je sais pas, 2 000 à 3 000 personnes sur le rond-point, dans une zone commerciale. Ouais. T'as Jiffy, t'as Ikea, t'as machin, et là, t'as 3 000, plusieurs milliers de personnes sur le rond-point avec des barres d'hommes, avec des gens. Je passe plusieurs jours avec eux et je me rends compte que tu as des gens qui tapent le carton ou qui discutent. L'un vote communiste et l'autre vote Marine Le Pen. Et en fait, il y a une espèce de communion incroyable. Et surtout, ce qui m'a marqué dès les premiers jours, c'est le nombre de citoyens qui venaient porter du café, du sucre, des boulangers qui venaient porter des plaques de croissants, de pizzas, et qui sortaient les voitures et qui mettaient ces plaques et qui leur donnaient, qui offraient ça. Donc, je vois dès le début qu'il y a un énorme engouement pour les solidarité. Oui, et surtout après, je découvre très rapidement, très rapidement, la misère sociale. Ouais. Je me souviens encore, il y a encore la vidéo sur la chaîne de Push Media, sur YouTube, et ce monsieur qui a pas tout à fait 80 ans et qui pleure à l'antenne, et vraiment, je me suis retrouvé dans une période de ma vie de journaliste où je me retrouve derrière la caméra, et je vois ce monsieur pleurer, et j'ai une envie, c'est de le prendre dans mes bras, véritablement, et qui me dit, à mon âge, je suis obligé de sortir sous la pluie dans le froid, parce que mon choix, il est simple, c'est je me chauffe ou je mange. Concrètement. Et là, on se rend compte. Et ce qui est terrible pour moi, et là où je bascule, c'est-à-dire que moi, je viens d'une famille de classe moyenne, en province, près de Nîmes, et j'ai vécu dans un petit village, avec tous les codes des villages que j'aime, c'est-à-dire que je vis au milieu des miens. Aujourd'hui aussi, je suis revenu dans un petit village de l'Hérault, je vis au milieu des miens, le bar, les discussions, les artisans, les amis, les gens simples comme moi et comme nous sommes tous. Ce lien social. Exactement. On apprend plus de choses au bar de mon village. D'ailleurs, je passe mon jour à tous mes amis du bar. Ils se reconnaîtront, bien sûr, parce que j'apprends plus de choses avec eux
qu'à l'Assemblée nationale. J'apprends plus de choses avec eux qu'en écoutant des ministres. J'apprends plus de choses avec eux qu'en lisant Le Figaro ou d'autres, peu importe. Je veux dire, les analyses politiques. Voilà ce que je veux dire. Il n'est pas question ici de cibler un média en particulier, mais voilà. Et je me rends compte, en fait, que la France, de laquelle je suis issu, Merwan, je la connais, mais je la découvre meurtrie, frappée du sceau de l'indignité, frappée du sceau du mépris de classe. Et je me rends compte, en fait, que je découvre la France dont je viens et que je n'avais vraiment pas vu dans tous ces aspects. Je découvre la misère et je découvre le déclassement de millions de Français, là, sur les ronds-points. Et à ce moment-là, je me dis, il faut transcrire, il faut porter, pas alors porter la voix, c'est pas un terme politique, mais au moins, il faut porter dans les médias, il faut donner la parole à ces gens. Donner la parole à ces gens. Et je me souviens encore, c'est vraiment encore très frais dans mon esprit, sur ce premier rond-point. Je vois tout, en fait, en l'espace de 3 jours. Vraiment, je vois tout. Et je vois une grande chaîne, entre guillemets, les amis, grande chaîne service public, qui est là aussi avec des pigistes des GRI qui sont payés pour ça, souvent très mal payés. Mais la consigne est très claire. Tu mets la caméra et tu tends le micro à ceux qui sont le moins à l'aise à la caméra. Parce qu'il y avait une volonté aussi de faire passer les Gilets jaunes pour des imbéciles et des abrutis. Discrédibiliser. Voilà. C'est-à-dire qu'ils prenaient, il y avait 3000 personnes et je les voyais faire. Et les gens qui étaient le moins à l'aise, moins habiles, ils se retrouvaient sur un rond-point depuis 3 jours à pas dormir avec des difficultés économiques et financières absolument dingues. Et tu leur tends le micro. Alors, vous en pensez quoi? C'est quoi vos revendications? Et là, je me rends compte qu'en fait, le traitement des médias va être biaisé. Je le savais, je n'étais pas naïf à ce point. Mais je vois de suite certains médias commencer à faire le sale boulot. De montrer aux gens, regardez, ces gilets jaunes, ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? On ne sait pas ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est là que je me rends compte de la fracture démocratique. Je me rends compte du déclassement économique de la France. Je me rends compte de la trahison des élites. Je me rends compte de la trahison de la mondialisation, fameuse mondialisation heureuse qu'on a vendue aux Français. Dire le scénic, le petit appartement ou la petite maison, le petit jardin, Netflix, Ikea. C'est ce mensonge-là dont on se rend compte. Et je me dis, et aussi le mépris de classe et bourre, ils font des médias, du système, qui vont être là finalement pour essayer de décrédibiliser. Ils en sont fait des gorges chaudes parce qu'ils ont fait des plateaux, rappelle-toi, c'était... Oui, bien sûr. Mais après, ils ont essayé de décrédibiliser le mouvement. J'allais y venir justement parce que tu me parles de la couverture médiatique. Il y a des médias qui ont essayé de faire des plateaux, justement, on l'a vu, avec à la fois, ça pouvait être des chroniqueurs, plus des personnalités et des gens de la vie civile, comme tu dis, comme toi, comme moi, qui intervenaient pour dire, moi, je travaille dans ça, j'ai des problèmes dans ça, dans ça. Est-ce que ça n'a pas été aussi un moment où ils ont essayé de prendre ça au sérieux, ou ça a été une énième démonstration de spectacle C'était du spectacle parce qu'ils se sont saisis, comme tous les médias. Regarde en ce moment la période que nous vivons. Il y a toutes les chaînes info, je pense à LCI BFM, ne passent pas une semaine sans faire un grand forum. Donc on a un artisan, donc ils appliquent la même stratégie, avec la différence qu'ils ont quand même retenu que les Gilets jaunes, ça avait été violent, socialement violent, c'est-à-dire la prise de conscience d'une France qui s'effondre. Et là, on voit que les forums sont faits et qu'ils n'ont pas la même teneur que les Gilets jaunes. Parce que quand on prenait mes amis Gilets jaunes d'une manifestation ou d'un rond-point qu'on les mettait sur un plateau mainstream avec 4 ou 5 personnes connues sous le feu de questions roulant, de dire mais qu'est-ce que vous voulez en fait, on ne comprend pas, c'est quoi vos revendications, vous avez tous des revendications différentes et tout. Et on voyait que le traitement médiatique de gens qui en plus qui sont habitués aux médias, des gens qui sont sur les plateaux, qui sont payés pour ça et qui se retrouvent face finalement comme dans un prétoire de type tribunal, face à des gens qui n'avaient pas l'habitude des médias, qui n'avaient pas l'habitude de la télévision, qui étaient fatigués et qui étaient harassés par la casse sociale dont ils étaient les victimes. Et je trouve que là, il y a eu aussi une espèce d'entreprise de démolition parce que ce que j'estime être la caste, l'endogamie médiatique et politique, avait une peur terrible, c'est le retour du peuple. Le retour du peuple de toutes les époques, ça fait extrêmement peur. Le retour du peuple, c'est les émotions populaires. Les émotions populaires, c'est peut-être violent. Enfin, ils le considèrent comme violent, complètement anarchique, brutal, ce que tu veux. Et c'est souvent ce qui a été mis, et c'est pour ça qu'on a essayé à un moment donné de décrédibiliser les Français qui se sont mobilisés pour essayer de montrer aux autres finalement que c'était des descendants, des bourrins, des abrutis, et que peut-être il fallait pas trop venir avec eux, sédimenter avec eux pour essayer de passer à un stade supérieur. Ouais, on avait des personnalités, des acteurs, des comiques qui ont dit mais ils nous font chier, qu'est-ce qu'ils ont, qu'ils arrêtent de manifester. Et tu parles de peur, la peur de classe politique. Emmanuel Macron a eu peur aussi. Oui, alors, il a eu peur. Moi, je fais les premières manifestations très violentes à Paris parce qu'elles étaient violentes, parce que le pouvoir en place
et les forces de l'ordre ont été violentes de suite. Ouais, les éborgnés. Il faut arrêter de dire qu'à un moment donné, moi j'ai fait les manifestations, j'invite à ceux qui ont analysé les mouvements Gilets jaunes sans être venus sur le terrain, à venir voir ce que c'était. Et véritablement, on a vu immédiatement que ce retour du peuple devait être maté. Immédiatement, il fallait faire peur aux gens dans la rue pour qu'ils ne reviennent pas. Et c'est le problème. Et Emmanuel Macron, à un moment donné, a eu peur. Je rappelle qu'à un moment donné, sur un des week-ends de décembre, je crois que c'était le 8, précisé, mais Gérard Larcher, président du Sénat. Oui, il était déjà président du Sénat. Moi, depuis que je suis tout petit, Gérard Larcher, il est au Sénat. Donc, tu sais, J'ai l'impression que... non, mais le mec, moi, depuis que je suis petit, je vois Gérard Larcher sur le Sénat. La différence, il a un siège à 40 000. Et François de Rugy, rappelle-toi, Monsieur Omar. Monsieur Omar. Ouais, Monsieur Omar, et oui, Monsieur Omar. Eh bien, lui, qui était à cette époque-là président de l'Assemblée nationale, se rend compte de l'après-midi, parce que le pouvoir est en train de vaciller. Et il commence à réfléchir à un moment donné, à savoir comment il va assurer si Macron tombe, parce qu'on est arrivé là au niveau des Gilets jaunes. On en est arrivé là. Oui, on est arrivé à une telle exaspération. Et ils ont été surpris aussi par le monde qu'il y avait. Ils ont été surpris, pas de syndicats, pas de mot d'ordre, pas de gens avec qui discuter, pas de services d'ordre. Donc, pas la manif, tu sais, la manif digestive de Bastille à Nation, tranquillement, à 5h15, tout le monde prend le métro et rentre chez soi. Et après, on a Fubiné, la femme à chapeau, là, qui nous explique qu'à un moment donné... Ça sert à quelque chose, ces manifs, là ? Non, mais ça sert à rien. Ça, c'est l'espèce de... non, ça sert à rien du tout. Et puis, c'est comme les autocuiseurs. Quand tu mets ton autocuiseur, que tu mets tes pommes de terre dedans, tu as un petit... ma mère appelait ça un petit titoulet, tu vois, et ça te permet de gérer la pression. Tu vois, les syndicats, c'est ça. Ils gèrent la pression, c'est-à-dire qu'ils font sortir. Allez, on va sortir vite. On les fait sortir 2 ou 3 fois. Ouais. Tout le monde fait son petit tour. Les calicots, les merguez, les saucisses, des ballons, les chants, les happenings aussi, les danses et tout. Et puis le soir, quand ils sont bien calmés, eh ben, on les fait rentrer chez eux. Donc on les a fait tourner en rond, tranquillement, pour juguler la colère populaire. Donc c'est pour ça que, pour en venir à ça, les Gilets jaunes, il n'y avait aucun service d'ordre et puis aucune personne qui était là finalement pour discuter avec le pouvoir, parce que c'était pas le but de discuter avec le pouvoir. Parce que les Gilets jaunes, c'est quoi ? Et on pourra peut-être en parler à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Les Gilets jaunes, c'était pas tout casser, tout raser. C'était un cri de désespoir et un appel à la dignité populaire, en disant écoutez-nous maintenant. Ça suffit, écoutez-nous. Parce que et la situation, c'était, les Gilets jaunes ont compris, nous avons compris le mépris de classe, mais je pense qu'il y avait encore un seuil acceptable de cri du cœur en disant écoutez-nous. Ouais. Écoutez-nous, parce que maintenant on en a marre. C'est la taxe diesel, mais c'est le mépris de classe et le déclassement économique des Gilets jaunes. C'est pas la taxe diesel. Et aujourd'hui, là, on est arrivé dans quelque chose de plus puissant. C'est le dégagisme total. C'est maintenant vous vous barrez tous. Mais j'entends ce discours, mais je me dis aussi que ça fait maintenant 7 ans à peu près depuis les Gilets jaunes. Il y a eu cette date du 10 septembre qui devait appeler une mobilisation massive. Il y a eu le 18 avec là, c'était les syndicats. Où ça en est aujourd'hui ? Parce qu'on a vu que le pouvoir, Emmanuel Macron a fait des cahiers de doléances et qui ont disparu depuis. Ils ont pas sur recours quand même. Oui, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, alors tu disais, la force des Gilets jaunes, c'était leur désorganisation. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Parce qu'il y a de plus en plus de pression économique sur les Français, de moins en moins d'activité. Donc, pouvoir d'achat en berne, pour pas dire plus. Ouais. Donc, la situation, depuis les Gilets jaunes, s'est aggravée. Ben, oui, et ça, c'est passionnant parce que c'est tout le sens de l'histoire. Rapidement. En 2008, il y a le viol démocratique de Nicolas Sarkozy. Voilà, Nicolas Sarkozy, je rappelle, traité constitutionnel, les Français votent non, d'accord, 2008, 2005, 54%, 2008, Nicolas Sarkozy, droite et gauche dans la main, au congrès de Versailles, ils font passer le 2008, le traité de Lisbonne. Voilà. Et là, c'est vraiment le point d'orgue, c'est le dernier coup du cercueil dans la fédéralisation de la France à l'Union européenne, au marché roi, à la délocalisation, c'est-à-dire au fait que la France est devenue une espèce de rayon de supermarché où il n'y avait plus rien et que le seul magasinier qui était encore valable, c'était Emmanuel Macron, et lui, il a fini de vider les étalages. Et en fait, tu te rends compte que 2018, c'est le retour de bambou de 2008, de la trahison politique de toute la classe politique en disant aux Français, vous avez voté non contre le traité constitutionnel, donc on va vous le faire passer en force, quand on gave les oies en 2008. Et en fait, c'est véritablement là où la France devient l'esclave économique, si tu préfères, le punching ball de l'Union européenne, de la Commission européenne, et c'est notamment le mensonge de la grande mondialisation heureuse où la France, finalement, est ouverte aux 80 et où s'accélère le déclassement économique des Français, c'est-à-dire avec le chômage de masse, délocalisation,
concurrence déloyale avec tout le monde, on est en concurrence avec le monde entier, traité de libre-échange, et on se retrouve que interdiction de financement des entreprises, plus de frontières, plus la capacité notamment de faire du protectionnisme à l'entrée, c'est-à-dire perte de nos savoir-faire, vente de nos fleurons à l'étranger. Et là, le pays est en train de s'effondrer. Mais à un moment donné, ces gens, contre l'avis des Français, ont fait passer le traité. Et à ce moment-là, je reviens en 2018, il s'est écoulé 10 ans. 10 ans pour que les Français fassent la preuve ou fassent l'expérience du déclassement économique. En se disant, et les Gilets jaunes, c'est parmi les premiers Français qui se rendent compte qu'on vient d'être trahir. Et qui se rendent compte, comme toi et moi, que quand ils ouvrent leur frigo, quand ils veulent partir en vacances, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et que ce qu'on leur dit depuis 10 ans, c'est du bullshit. Et là, ils se rendent compte. Et les Gilets jaunes, et comme l'effondrement n'était pas encore trop fort, il y a une partie de la population qui a regardé les Gilets jaunes sur son canapé sur BFM, en se disant « Ouais, je suis un peu d'accord avec eux, mais quand même, ils font chier de bloquer les ronds-points. Parce que moi, après-midi, je vais à Darty ou Ikea. Quoi. Normalement, quand je vais à Darty Ikea acheter une étagère Billy, au rond-point, il y a des Gilets jaunes. Bah. Donc, tu vois, c'est cette partie de la population qui n'a pas encore basculé et qui aussi, il faut le dire, ce que je dis dans mon livre, les autruches et tubes digestifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la conscience de leur déclassement. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, c'est le cas. Par exemple, je connais des gens qui avaient critiqué les Gilets jaunes dans mon petit village et qui me disaient, les Gilets jaunes, ils m'ont embêté, pour pas être trop vulgaire. Ils m'ont embêté parce que je faisais des trucs et ils bloquaient les ronds-points. OK. Et je lui disais, il y a 2-3 ans de ça, je lui dis, tu ne devrais pas cracher sur l'avenir. Parce que peut-être que dans 2-3 ans, le gilet jaune de ta bagnole, tu vas le mettre et tu vas de la première à aller bloquer le rond-point à l'entrée du village. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont basculé. Alors qu'il y a 3 ans, lors des Gilets jaunes, ils ont regardé les Gilets jaunes avec beaucoup de mépris, alors qu'ils n'avaient pas un pouvoir d'achat plus important qu'eux. Et cette prise de conscience, elle s'est opérée concrètement aujourd'hui. Donc, il y a énormément de gens qui ont basculé dans cette précarisation. Un exemple très simple, j'en fais la preuve, l'expérience dans mon entourage, puisque j'habite dans un petit village. Ouais. Il y a des gens, alors je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucune hypermarché, supermarché, mais c'est pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Il y a des gens, il y a 3 ans, ils allaient chez Carrefour Leclerc. Il y a 2 ans, ils allaient chez Lidl. L'année dernière, aujourd'hui, ils vont chez Action. La prochaine fois, c'est les poubelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va du généraliste, low cost, hard low cost, et après, c'est les poubelles. Non, mais on a déjà ces phénomènes de personnes à la retraite qui vont faire les sorties de magasins, les fins de stock, dans les poubelles, pour les étudiants qui font la queue à la source populaire. À Montpellier, c'est le cas d'ailleurs, comme partout. Hein. Mais tu vois, quand tu me dis comment ça peut s'opérer, c'est-à-dire que les gens dont je viens citer le déclassement, en tout cas, c'est une question de déclassement sur la consommation de tous les jours. Ouais. En plus de ce qu'ils bouffent, qu'il y a comme merde dans cette alimentation. C'est-à-dire que, je te dis, clairement, quand tu leur parles de ça, ils ne font pas l'expérience du déclassement. C'est-à-dire de passer d'une grande marque distributeur à un hard low cost. Pour eux, en fait, ils te disent, attention, c'est moins cher, mais c'est les mêmes produits. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme ils ne veulent pas prendre conscience du déclassement, qu'ils ne le voient pas. La peur aussi. Voilà. Mais ils te ressortent surtout toute l'argumentation marketing de ces low cost. En disant, chez nous, c'est moins cher, mais c'est la même qualité partout. Ouais. Donc, en fait, ils n'ont pas conscience de leur déclassement. De conscience. Et là, maintenant, oui. Parce que je leur dis simplement, il faut aux téléspectateurs de le faire. 2 exemples. Vous prenez vos factures d'électricité sur les 2 dernières années. D'accord ? Et vous prenez vos factures d'alimentation sur les 2 dernières années. C'est la facture d'alimentation, c'est-à-dire quand vous allez faire les courses. Pas les grosses courses. Ou, regardez, vous partiez il y a 3 ans en vacances. Et combien de temps vous partez ? Où vous partez aujourd'hui et combien de temps vous y partez ? Voilà, 3 éléments, ça vous prend 20 minutes. Et pour ceux qui ne veulent pas comprendre, alors malheureusement, ceux qui regardent, ils sont suffisamment avertis à ces sujets. Mais je dis souvent ça, tu sais, à mes amis autruches et tubes digestifs, parce que moi, j'habite dans une grande réserve naturelle de tubes digestifs. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça, j'habite au milieu, j'ai un petit cabanon au milieu de tout ce truc. Et je les aime bien, hein, mais je leur dis souvent, regarde, faites cette analyse d'art rapide. Prenez 2 demi-heures le week-end au lieu de regarder Netflix ou je ne sais quelle émission de télé-réalité débile, et vous prenez 20 minutes avec un petit carnet, un petit crayon, et vous notez. Et vous allez voir, vous allez saisir du doigt votre déclassement. Voilà. Et c'est la réalité de l'histoire. Et c'est le temps long, en fait. 2008, 2018, 10 ans. Et aujourd'hui, 2018, 2025. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément politisés et qui, en fait, en rencontrant ce mur du réel, de l'économique, pratique, se rendent compte qu'en final, non, ils se font avoir du début à la fin. Et c'était vraiment le dénominateur commun chez les Gilets jaunes, tu le disais, hein, RN, de gauche, de droite, extrême gauche, qui se rejoignaient en disant, mais cette classe politique nous a trahis. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que finalement... il n'y a pas une impression que cette classe politique ne sert pas du tout les intérêts des Français, ça c'est une chose, mais que
pour aller plus loin, il ne serait pas en guerre contre ces peuples-là? Ah ben, La classe bruxelloise qui englobe le petit Paris mondain. tu as entièrement raison. Tu sais, c'est le livre absolument passionnant de Christopher Lasch, La sécession des élites. Il y a une sécession des élites et maintenant c'est la sécession du peuple. Parce que le dégagisme, c'est la sécession du peuple. Et on se rend compte qu'effectivement, nous avons une classe politique, opposition comprise, qui n'est qu'une vaste escroquerie politique dans le sens où, tu as dit le mot magique, Bruxelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ces gens sont en train de discuter les amendements entre deux coups à la buvette. Notamment, sachez que les recettes de la buvette de l'Assemblée nationale, c'est 100 000 euros par an. Il faut quand même le savoir. C'est quand même important de savoir ce chiffre. C'est quand même à un moment donné. Et ça pourrait aider à payer les retraites. Ouais, et peut-être. Et c'est surtout payé par les frais d'avance sur mandat que nos députés touchent. Mais pour en revenir à ta question, nous avons des amendements aujourd'hui qui sont posés dans cette espèce de truc foutraque où chacun veut faire sa taxe. De toute façon, c'est simple. Si vous voulez retenir quelque chose du PLF 2026, le seul endroit où on ne vous taxe pas, c'est dans le cercueil. Voilà, c'est l'endroit. Il faut payer la concession aussi après. Oui. Quand vous y êtes vraiment, vous êtes froid, c'est le seul mode d'exonération fiscale, c'est quand vous êtes froid et allongé. Voilà, je plaisante, mais je ne devrais pas. Mais garder pour dire, on pourrait rire de tout, pas avec tout le monde. Mais ce qui veut dire que les amendements qui sont balancés du RN, de la LFI, la Gaulle, les socialistes et machin et tout, en fait, le 3/4 des trucs qui sont amendés dans le projet de loi qui, à mon avis, n'ira pas au bout, sont contraires au droit européen. Donc tous les atermoiements, tous les plateaux télé, tous ces députés de tous les bords qui passent leur journée à tweeter, je suis effaré, scandalisé par les députés qui passent leur journée à faire des tweets en ce moment pour dénoncer l'un, pour dénoncer l'autre. C'est un scandale. Bosser. Et en fait, ces gens-là font des amendements, donc ils font des shorts, ils font des teasers, ils font des machins, ils font des vidéos sur X. Mais en fait, tout ça va être contraire au droit européen. Et si ça passe pas, ça fera retoquer par le Conseil constitutionnel. Voilà. Et donc, on se rend compte que c'est un énorme théâtre où il y a de très mauvais acteurs, en plus, dans lequel le metteur en scène, c'est Macron, donc c'est Choupinet premier, donc c'est quand même pas la Comédie Française. Et le problème, c'est que c'est nous, les spectateurs, et qu'on paye très cher la place. C'est ça le problème. Voilà. Et on se rend compte que là, on arrive à quelque chose qui est très grave. C'est la fin de la légitimité parlementaire. C'est-à-dire aujourd'hui, à quoi servent nos députés? C'est une question qui se pose, c'est une question de philosophie politique. Quelle est ta réponse à ça? Là, aujourd'hui, vu dans la situation dans laquelle on est, ce qui est terrible, ce dégagisme-là, il faut voir tous les sondages. Il n'y a pas de proposition politique dans tout le champ de partis, de blocs qui se sont constitués. On est dans une situation ingouvernable, mais il n'y a pas une proposition qui te semble être... La seule proposition de ce qui pourrait nous sortir, alors on va mettre très longtemps à sortir, il ne faut pas quand même raconter des salades aux gens, mais la seule voie qui est encore possible aujourd'hui, c'est de nous désincarcérer de l'Union européenne, clairement, puisque 80% des lois qui passent au Parlement sont des émanations de Bruxelles. Regarde nos agriculteurs, le Mercosur. Alors, sauf erreur de ma part, il n'y a pas un parti à l'Assemblée nationale qui propose... Aucun. Les gens qui ont le cul posé dans l'hémicycle sur les petites banquettes rouges, aucun ne veut sortir de l'Union européenne. Alors, le RN nous dit qu'il faut baisser la contribution. La LFI on ne les entend plus trop à ce sujet-là. D'ailleurs, ils votent des trucs au Parlement européen et c'est comme les découvertes bancaires, RN compris, ils ont voté des trucs au Parlement européen, puis maintenant, ils sont scandalisés qu'il y ait des découvertes bancaires de 200 balles. Non, mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Et comme tu dis très bien, aujourd'hui, on a une classe politique parce que de quoi parle-t-on quand on parle de classe politique? Restons rapidement, premier point, sur le plan national. Il faut quand même savoir que les députés élus, ce sont des cash machines déjà pour eux, parce que c'est 7 500 € brut pour faire vite, et plus d'avantages, 5 950 € de frais d'avance sur mandat. Je ne vais pas tout les citer. Vous avez toutes ces infos sur l'assemblée-nationale.fr. Et donc, c'est déjà pour un député, c'est déjà beaucoup d'argent. D'accord? Peut-être qu'ils n'auraient pas la même chose dans le privé. On est d'accord? Oui, Pour les partis, c'est cash parce que chaque voix rapporte de leur parti. Donc, tu as cette base-là. Et puis, au Parlement européen, même système. Même système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des cash machines, puisque le Parlement européen est un parlement de rien du tout. On n'a pas l'initiative législative, on ne vote pas les recettes. Donc moi, c'est un club de bridge. C'est un atelier de gâteau au flan, mais c'est pas un parlement en fait. Mais qui va condamner toute l'économie d'un pays. Exactement, et délibérément. Donc le problème, c'est aujourd'hui, quelle est l'incarnation politique que nous voulons avoir et quelle incarnation politique, quel choix ont les Français. Et c'est de là que naît finalement le virus et même la maladie du dégagisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, légitimement, les Français, alors même, tu me diras, même s'il y a encore des gens, il y a des gens qui votent RN en majorité à première vue, on verra encore des partis, mais on voit l'effondrement total des partis.
on voit l'effondrement total des partis, et le RN notamment, parce que c'est le parti en tête avec Jordan Haribo-Bardella, celui qui écrit des livres avant d'en lire, c'est toujours pareil, ça. Peut-être futur président. Oui, mais alors, on n'est pas d'accord. Mais peu importe, vraiment, je prends la main parce que tout le monde sait que je n'ai aucune appartenance politique, ni je n'ai jamais été incarté, même étudiant, tu vois, pour te dire. Mais je veux dire par là, c'est que ça peut représenter une alternative pour les gens, mais la question, c'est est-ce qu'on sort de l'Union européenne, concrètement? Et aujourd'hui, on voit les ravages, et il éclate au grand jour, à nombreux Français, qu'il y a eu un véritable viol démocratique en 2008. Toute la classe politique, je l'ai déjà expliqué, et qu'aujourd'hui, on se rend compte du massacre qu'a été la fédéralisation en marche forcée de la France vers l'Union européenne, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les agriculteurs, que ce soit sur notre défense, que ce soit sur nos frontières et sur notre économie. Par exemple, on te dit c'est un marché unique. Oui, d'accord, ok, donc ça veut dire que c'est un marché unique. Directive du travailleur détaché, toute une série de directives européennes. Ouais. Dans laquelle nous n'avons pas les mêmes systèmes sociaux. Alors moi, je veux bien qu'on joue, par exemple, on joue au foot, mais si toi, tu peux jouer avec les mains, que moi, je peux jouer avec le pied droit, très vite, il va y avoir un déséquilibre manifeste. Et que tu as dans ton équipe, tu as 13 joueurs, que moi, j'en ai 4, c'est sûr qu'on ne va pas tenir longtemps. Je fais un parallèle très... Mais en même temps, non, mais ça illustre assez bien le manque d'harmonisation. Donc, on a détruit le droit du travail. En France, on a la réforme des retraites, c'est pareil, on a détruit la réforme des retraites parce que c'est une injonction bruxelloise, c'est-à-dire les retraites, le projet c'est 70 ans, le droit du travail c'est l'ubérisation, rappelle-toi l'Ubergate, rappelle-toi de ça, tout ça c'est Emmanuel Macron, mais c'est pas qu'Emmanuel Macron, c'est une idéologie, une orthodoxie européiste dans laquelle il est question de briser tous les fondamentaux des pays. Et les agriculteurs, que nous avons vu les gilets jaunes, les agriculteurs tout autant. Mais ça revient encore aujourd'hui parce que c'est un problème qui n'a jamais été réglé. Ces gens sont véritablement... Il y a quand même une forme de trahison là-dedans. Quand on nous a essayé de nous expliquer sur tous les plateaux télé que le Mercosur, oh oui, mais on va voir, et Emmanuel Macron continue à le dire, oui, mais on va voir, on n'acceptera pas le Mercosur en l'état. Mais tu n'accepteras rien du tout, Manu. Ni Benjamin Haddad, qui nous déclarait ça il y a quelques jours dans la presse. Le Mercosur, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne, et sur Ursula von der Leyen, qui est allée à l'Argentine faire la maline, tu sais, là, c'est l'impératrice en 2 couleurs, hein, bleu et jaune, elle a signé toute seule parce qu'elle a aujourd'hui, malheureusement, ça a déploré, mais elle a le droit d'imposer le Mercosur à tous les pays membres de l'Union européenne. Qui trinquent? Nos agriculteurs sont en train d'être détruits, littéralement, pour se faire importer du bœuf aux hormones ou du poulet au chlore. Le massacre des cheptels. Exactement, ça aussi, parce qu'il y a une volonté à un moment donné. Tu en as côtoyé, puisque toi, tu es de province. Oui. Tu en as rencontré. Moi, j'ai fait tous les manifs agricoles. D'ailleurs, il y a une prochainement. Il y a une prochainement, d'ailleurs, qui est en train de se préparer et dont les autorités sont très inquiètes, notamment à Béziers, dans quelques jours. J'irai très certainement avec mes amis agriculteurs. Je l'avais fait notamment à Narbonne il y a 1 an et demi. Il fallait voir le déploiement de forces de l'ordre, des contrôles gendarmerie, police à tous les péages. En janvier aussi. Oui, il y avait eu janvier 2024, c'est celle-ci qui est intéressante. En janvier 2024, il y a eu cette révolte agricole. Et c'est là que, rappelle-toi, c'était Gabi Beuldefoin qui était Premier ministre. Il nous avait fait avec son petit costard et ses Minelli. Il était posé sur une meule de foin avec ses 3 papiers. Et il nous avait déclaré que l'agriculture française allait être sauvée, il allait falloir trouver des compromis acceptables pour tout le monde. Je peux te faire la langue de bois pendant 20 minutes, je les entends tellement, ces gens, je les connais par cœur. Ouais. Et finalement, tout ça n'était que du mensonge. Après, on a eu Annie Genevard, LR, qui est devenue ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et qui aujourd'hui est renommé, formidable, dans Le Cornu 2, parce qu'on a Le Cornu 1. Si vous n'avez pas suivi la série, c'est Le Cornu 1, c'est Le Cornu 2. Et après, là, c'est un peu sympa parce que ça part vraiment en vrille, c'est intéressant. Je vais pas faire. Il tient jusqu'à Noël. Il va tenir, on verra bien qu'il va tenir. On verra bien si les députés, notamment les socialistes, je rappelle, c'est le seul parti qui finit de faire des campagnes électorales sur des palettes en bois dans les rues et qui pèse un 3, un 4, enfin voilà, rien du tout. Et pourtant, ils tiennent notamment. Mais pour en dire ces agriculteurs, c'est-à-dire que tous ces gouvernements, même les LR notamment, ont essayé de nous expliquer qu'on a négocié le Mercosur. Donc, tu vois, c'est le mensonge. Je reparlais de trahison. C'est une véritable trahison parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a rien à négocier sur le Mercosur. Et au-delà de ça, c'est qu'ils sont d'accord avec la mondialisation. Parce que c'est la problématique. On a une classe politique, d'ailleurs, tu me parlais dans ce délai mondialiste. Oui, ils sont d'accord avec la mondialisation. Ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'ils essayent d'arranger les choses, mais ils sont fondamentalement. C'est des idéologues, ils sont vraiment proches de la mondialisation. Et ce qui est terrible, c'est que les médias du système aussi, parce que c'est une classe endogamique entre la politique, les médias et les autres, ceux qui sont là-haut, ce qu'on appelle les élites, que j'appelle la caste, enfin qu'on est quelques-uns appelés la caste, finalement, profitent, Erwan, de la mondialisation. Ils ont les salaires, ils ont les réseaux, ils ont la mobilité.
Donc, eux profitent de la mondialisation. Donc, ils ont intérêt de faire la promotion de la mondialisation contre les peuples. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et c'est là où là, ça devient de plus en plus critique, au-delà de l'escroquerie, de la fumisterie, de l'enfumage de l'Assemblée nationale, c'est que nous avons une caste politique, Macron compris, mais pas que Macron. Ça fait 30 ans, elle gouverne contre son peuple. Elle gouverne contre les intérêts de son peuple. Et ça, quand on a pris le temps de lire 3 livres d'histoire, on se rend bien compte et on a conscience que ça va très mal se terminer. C'est terrible à dire, hein. C'est terrible à dire parce qu'on est dans cette situation tragique où on a une classe politique, même l'opposition politique, qui ne s'oppose à rien du tout, pas à grand-chose, qui, elle, amène la France dans le chaos, elle aussi avec, et pour les raisons que j'ai évoquées, par la sortie de l'Union européenne, le poste à carriérisme, parce qu'aujourd'hui, un parti politique, si tu veux faire rêver un parti, quand on t'investit dans une circo, il y a pas mal d'exemples, même si tu as des idées qui sont un peu plus, pas radicales, mais sur l'Union européenne notamment, tu as intérêt de ne pas trop la ramener. Parce que si tu veux être maintenu par le parti dans ta circo prochaine législative, tu as intérêt de calmer les choses et de faire comme le parti te dit. J'invite tous nos téléspectateurs à regarder notamment sur les plateaux télé quand tu as des débats politiques. Tu as les mecs qui sont comme ça, les portables. Alors, ils ne regardent pas Twitter. En fait, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont en débat en direct, tu as les collabs parlementaires qui envoient les réponses et qui envoient les punchlines et qui envoient les tiens, on va dire ça, mais je vais dire ça en face de marionnettes. Voilà, c'est ça. Donc finalement, ils ont ce qu'on appelle des éléments de langage. Mais tout ça, alors ça retrouve dans les discours de Macron, de Gabriel Attal, tu le disais, et même dans l'opposition politique. C'est sur cette classe mondialiste qui impose un peu sa loi depuis Bruxelles. On sent quand même qu'il y a maintenant de plus en plus de réticence, voire une opposition des populations européennes dans chaque pays, l'Allemagne, l'Italie, en France, la Roumanie, où il y a quasiment on en parlait avec Alexis Poulain justement, il y a une élection qui a été quasiment volée, il faut me dire les choses. Ah mais il y a eu de l'ingérence, pas russe, mais de l'ingérence bruxelloise terrible. Exactement, qui a pas eu, voilà. Finalement, ils n'ont pas eu le résultat escompté, ils ont décidé que le peuple roumain avait mal voté. Ouais. Face à ces réticences-là, face à cette résistance des peuples, il y a une issue, c'est la peur. Oui, la peur et la censure. L'outil de la peur, de la censure. Est-ce que finalement, dans cette fuite en avant, il n'y aurait pas un risque, une solution pour eux, c'est de se dire il faut le danger de l'extérieur, il faut renouveler Il y a eu le danger de l'intérieur, période Covid. Ouais, on l'a vu, comment on a ouais. cadenassé les populations, on les a assignés à résidence, en particulier en France. Mais est-ce que là, la peur suivante, on la voit tous les jours, c'est la peur du voisin russe. Est-ce qu'on nous prépare une confrontation directe? Question un peu, certains pourront dire naïf, parce que vu le comportement de nos dirigeants européens, mais là, est-ce que c'est de plus en plus concret? Je le sens comme ça. Oui, j'invite nos téléspectateurs à regarder l'audition au Sénat d'Hubert Bonneau, qui est général de gendarmerie, qui a clairement dit qu'aujourd'hui, il craignait des trous en cas d'engagement de la France dans le conflit russe, même si la France devenait une base arrière de l'OTAN. Il craignait des débordements en France. Alors, il a parlé de l'extrême gauche, du sabotage, mais il n'y a pas que l'extrême gauche, le sabotage. Il y a toute une partie de la population, dont nous faisons partie, qui n'ont pas envie de rentrer en conflit avec la Russie ou avec personne d'autre aujourd'hui. Dire on doit avoir notre souveraineté et décider quels sont nos intérêts sur quel théâtre d'opération, et puis être tout à fait cohérent sur les raisons qui ont amené à ce conflit.